I felt absolutely nothing for her. As she begged for her life and for the life of her baby. Et donc j'ai subi évidemment un choc immesurable. So you didn't care? Care? Suppose technically... What does that mean, care? Los Angeles, 9 août 1969. Sharon Tate passe une journée tranquille dans sa maison de Cielo Drive, en compagnie de quelques amis proches. C'est une jeune actrice de 26 ans, enceinte de 8 mois, qui attend le retour de son mari, Roman Polanski, parti en Europe préparer son prochain tournage. Elle ignore que, quelques heures plus tard, l'horreur va s'abattre sur eux. Cette nuit-là, Sharon Tate et ses invités sont massacrés par un groupe d'individus liés à Charles Manson. Le crime est si brutal et si incompréhensible qu'il demeure l'un des meurtres les plus violents de l'histoire du cinéma. Hollywood, encore aujourd'hui, en porte les séquelles. It really seemed like the world is a lesser place because she wasn't allowed to live her life. Pour beaucoup, Sharon Tate n'est désormais qu'un nom associé à un drame, mais qui était-elle vraiment avant que la folie de Manson ne fasse basculer son destin? Dans cette vidéo, nous allons d'abord retracer sa véritable histoire, de ses débuts de mannequin à sa carrière d'actrice à Hollywood, ses succès et sa relation avec Roman Polanski. Puis, nous reviendrons sur les événements de la nuit du 8 au 9 août 1969 et sur les retombées judiciaires du procès qui en a découlé. Enfin, nous verrons comment ce meurtre a bouleversé la culture états-unienne et transformé, pour toujours, la manière dont Hollywood se voit lui-même. Pour comprendre Sharon Tate, il ne faut pas la limiter à sa fin tragique, mais d'abord se souvenir de la femme et de l'artiste qu'elle était. Sharon Mary Tate naît le 24 janvier 1943 à Dallas, au Texas. Elle est la première fille de Doris Gwendoline, une mère au foyer, et de Paul Tate, un officier de l'armée états-unienne. À cause du métier de son père, Sharon grandit en bougeant constamment. Elle suit sa famille de base militaire en base militaire aux quatre coins des États-Unis, mais aussi à l'étranger, notamment en Italie. Ces déménagements fréquents forgent chez elle un caractère discret, parfois réservé, mais aussi une grande capacité d'adaptation. Dès l'adolescence, une chose devient évidente pour ceux qui la croisent. Sharon est très belle, une beauté naturelle qui attire très tôt l'attention. Elle remporte plusieurs concours de beauté et apparaît dans des publicités. Elle ira jusqu'à se faire remarquer dans une foule lors du tournage du film Barabbas, où elle obtiendra un petit rôle de figurante à seulement 17 ans. Cette expérience lui donne envie de tenter sa chance dans le cinéma. En 1961, alors qu'elle revient aux États-Unis avec sa famille, Sharon décide de poursuivre une carrière à Hollywood. Elle s'installe seule à Los Angeles, prend des cours de théâtre et commence à fréquenter les studios. Sa beauté impressionne immédiatement les professionnels du milieu, au point que certains producteurs veulent en faire une star, avant même de savoir si elle sait jouer. Sharon Tate commence par apparaître dans des spots publicitaires, puis dans des petites séries télévisées. À cette époque, elle signe un contrat avec Martin Ransohoff, un producteur influent qui dirige la maison de production Filmways. Il la prend sous son aile et l'intègre dans ce qu'on appelle l'écurie Ransohoff, un groupe de jeunes talents soigneusement encadrés. Mais malgré ce soutien, les débuts sont lents. Pendant plusieurs années, Sharon est formée, mais ses apparitions à l'écran restent rares. Ransohoff a une vision très précise pour elle, il veut en faire une sorte de nouvelle Marilyn Monroe, une actrice à la fois glamour, mystérieuse et intelligente, mais il impose aussi un contrôle très strict sur son image, allant jusqu'à retarder son passage au cinéma pour qu'elle soit parfaite au moment de ses débuts officiels. Cela frustre grandement Sharon, qui veut travailler et évoluer comme une actrice, pas seulement être regardée. Ce n'est qu'en 1966 qu'elle décroche enfin un rôle majeur dans L'œil du mal. Le film n'est pas un immense succès commercial, mais Sharon y révèle un charisme singulier, une vraie présence à l'écran. Dans la foulée, elle est engagée pour Le bal des vampires, une comédie d'horreur tournée en Europe et réalisée par un certain Roman Polanski. Et oui, c'est sur ce tournage que Sharon Tate et Roman Polanski se rencontrent. Entre eux, le lien est immédiat. Polanski est fasciné par sa beauté et son calme, et Sharon, malgré les doutes de ses proches, tombe amoureuse du jeune cinéaste franco-polonais, brillant mais réputé froid et distant. Après le tournage, leur relation s'intensifie. Sharon quitte les États-Unis pour s'installer en Europe avec lui, et ils forment rapidement un couple emblématique. En janvier 1968, ils se marient à Londres sous l'œil des médias. Le mariage fait la une des magazines et cette union devient vite un symbole de la nouvelle génération hollywoodienne, libre, moderne et cosmopolite. À ce moment-là, la carrière de Sharon Tate décolle. À partir du bal des vampires, Sharon Tate enchaîne les tournages. Comment réussir en amour sans se fatiguer, Matt Helm règle son compte avec Dean Martin et surtout La vallée des poupées, qui devient un succès populaire malgré des critiques négatives. Sharon Tate y incarne une actrice fragile qui lutte pour exister dans un monde d'apparence. Le rôle semble tristement prophétique, mais surtout elle montre ici qu'elle a un vrai talent d'actrice et qu'elle est bien plus qu'une jolie madame.
Après son mariage avec Roman Polanski, Sharon Tate semble enfin avoir trouvé un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle. Bien qu'installés à Londres, ils alternent beaucoup entre l'Europe et Hollywood. Ensemble, ils forment une image très moderne d'un couple d'artistes. Libres, internationaux, jeunes, brillants, ils côtoient les cercles les plus en vue de l'époque. Acteurs, musiciens, réalisateurs, leur maison devient un carrefour de la scène culturelle des années 60. Sharon tourne dans plusieurs films, mais elle commence aussi à s'intéresser à beaucoup de domaines différents comme la mode ou la photographie. Elle veut élargir ses horizons. Certains témoins racontent qu'elle songeait à produire, à écrire, voire à se retirer quelque temps pour fonder une famille. En bref, consciente de sa chance, elle croque la vie à pleines dents et ne perd pas une seconde pour dévorer tout ce qu'elle a à lui offrir. Durant l'été 1969, Sharon est enceinte de 8 mois. Elle attend un garçon. Le couple s'installe dans une maison louée au Cielo Drive dans les collines de Los Angeles. Mais Roman Polanski est souvent absent. À l'été 1969, il est à Londres pour préparer un film. Sharon reste à Los Angeles et reçoit régulièrement une poignée d'amis communs. Jay Sebring, un ancien compagnon devenu un ami proche, ainsi que le couple Abigail Folger et Wojciech Frykowski, tous deux liés au milieu artistique et intellectuel. Le 8 août, Sharon passe la soirée avec ses invités. Il dîne au restaurant El Coyote, puis rentre à la maison vers 22h30. Aux alentours de minuit, des assaillants escaladent la clôture de la propriété. Le premier à être tué est Steven Parent, un jeune homme qui quittait la maison du gardien. Puis, ils s'introduisent dans la maison principale. Jay Sebring est maîtrisé. Il tente de défendre Sharon, mais est abattu d'une balle et poignardé. Wojciech Frykowski essaye de s'échapper, mais il est poursuivi et tué sur la pelouse, à coups de couteau et de crosse de revolver. Abigail Folger est poignardée dans le jardin. Sharon Tate est la dernière à mourir. Elle supplie ses assaillants de l'épargner elle et son enfant à naître, mais rien n'y fait. Elle est poignardée 16 fois. Elle avait 26 ans. Lorsque la police découvre la scène au matin du 9 août, c'est le choc absolu. En plus du carnage qu'ils découvrent, ils constatent avec horreur que le mot pig, porc en français, a été marqué sur la maison avec le sang de Sharon Tate. La presse s'empare de l'affaire et pendant plusieurs semaines, le mystère reste entier. Aucun suspect n'est identifié. Les rumeurs vont bon train. Certains médias sous-entendent que Polanski aurait pu être mêlé à une secte satanique ou que les victimes fréquentaient des cercles liés à la drogue. Le climat devient délétère. Les stars d'Hollywood s'arment, engagent des gardes du corps, s'enferment dans leur villa. L'époque du peace and love, culture dominante des années 60, vient de s'effondrer brutalement. Roman Polanski, à son retour précipité à Los Angeles, est tétanisé devant la maison de Cielo Drive que la police n'a pas encore nettoyée et se fait photographier sur les lieux du crime. Ces images, publiées dans Life Magazine, restent aujourd'hui profondément dérangeantes. Pendant des mois, la terreur règne à Hollywood. Plus personne ne se sent en sécurité et les gens sont à la fois terrorisés et profondément attristés par la mort de Sharon Tate. Et c'est seulement 4 mois plus tard que les coupables seront enfin identifiés et arrêtés. L'affaire Tate LaBianca, comme on l'appelle alors, piétine pendant plusieurs mois. Les meurtres du 9 août 1969 à Cielo Drive, suivis la nuit suivante par ceux de Leno et Rosemary LaBianca, un riche couple de Los Angeles, semblent n'avoir aucun lien. Les enquêteurs, dépassés par la violence et l'absurdité des crimes, suivent plusieurs fausses pistes. C'est finalement un concours de circonstances qui mène à Charles Manson et sa famille une arrestation sans rapport direct. Celle de Kitty Lutzinger permet à la police d'identifier des suspects et surtout de relier les noms aux témoignages d'anciens membres du groupe. En décembre 1969, Manson, Susan Atkin, Patricia Krenwinkel et Linda Kasabian sont inculpés pour les meurtres de Sharon Tate et des autres victimes de Cielo Drive. Tex Watson, impliqué également, sera arrêté plus tard au Texas et extradé. Charles Manson se présente comme un prophète. Sa famille est une secte composée de jeunes souvent fugueurs ou marginaux, qu'il séduit par un mélange de discours mystiques, de drogues psychédéliques et de manipulations psychologiques. Quant à son idéologie, accrochez-vous parce que c'est du grand n'importe quoi. Alors Charles Manson pensait qu'une guerre ethnique allait éclater entre les Noirs et les Blancs, que les Noirs gagneraient mais que comme ils seraient incapables de se gouverner eux-mêmes, ils viendraient lui demander de les diriger. Et en prison, Charles Manson s'est fait tatouer une croix gammée sur le front. Cette croyance délirante est un prétexte qui justifie aux yeux de ses adeptes l'inimaginable. La famille vit dans une communauté isolée où les règles sont fixées par Manson et où toute désobéissance est perçue comme une trahison spirituelle. Sous ces discours apocalyptiques, il y a aussi un homme amer. Charles Manson a longtemps rêvé d'une carrière musicale. Il a fréquenté Dennis Wilson, batteur des Beach Boys, et espérait percer dans l'industrie. Mais ses démos ont toutes été rejetés. Ses comportements instables effrayaient les producteurs. Il en voulait surtout à ceux qui incarnaient Hollywood et le succès des parasites selon lui. La villa de Cielo Drive où vivait Sharon Tate avait auparavant été louée à Terry Melcher, un producteur influent qui avait repoussé Manson. Bien que Sharon et ses amis n'avaient rien à voir avec Melcher, Manson choisit cette maison comme cible. Pour lui, ce qui était important, c'était d'attaquer des gens qui vivaient ici, pour se venger du monde qu'il avait rejeté. Ouvert en juin 1970, le procès devint rapidement un spectacle médiatique, l'un des procès les plus chers de toute l'histoire des États-Unis.
Manson et ses co-accusés arrivent au tribunal avec des croix gravées au front, rient pendant les témoignages et chantent dans les couloirs. Pour eux, c'est un spectacle et la souffrance de leurs victimes les amuse. En janvier 1971, le verdict tombe. Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Tex Watson sont condamnés à mort. Mais manque de chance, la Californie suspend la peine capitale en 1972, ce qui commute leur sentence en prison à vie. Si l'on pensait que l'incarcération ferait disparaître Manson des radars, c'est tout l'inverse qui va se produire. En prison, il devient une figure culte pour certains marginaux et amateurs de sensations fortes. Des lettres affluent, des journalistes cherchent à l'interviewer, des musiciens s'intéressent à ses chansons. Des enregistrements de ses compositions circulent et certains groupes underground en reprennent même les morceaux. Ses propos, toujours délirants, continuent d'attirer la curiosité morbide du public. Manson, que la justice a enfermé à vie, parvient à garder une présence médiatique forte pendant des décennies, entretenant le mythe noir qu'il avait lui-même contribué à bâtir. En fin de compte, le procès Manson n'a ni vraiment condamné les coupables, ni offert de réparation aux proches des victimes. Il a donné à des meurtriers tout ce dont ils ont rêvé. Ce fut un procès où l'horreur s'est mêlée au spectacle et où la justice a dû trancher face à un crime qui, au-delà des victimes, a détruit une époque tout entière. Charles Manson n'a jamais tué personne, il n'a fait que commanditer la mort d'une quarantaine de personnes à des membres de sa secte. Et pourtant, il a infligé des dégâts profonds et irréversibles à la société dans son ensemble. La mort de Sharon Tate, au-delà de sa tragédie, a eu des conséquences profondes et durables sur la culture, le cinéma et l'imaginaire collectif. C'est comme si le monde entier s'était assombri à sa mort. Beaucoup d'historiens de la contre-culture considèrent que l'affaire Manson, et la mort de Sharon Tate en particulier, marquent la fin symbolique des années 60 idéalisées. Si les États-Unis, dans leur ensemble, perdent leur innocence, Hollywood, lui, perd aussi un sentiment de sécurité. Avant août 1969, le milieu du cinéma vit dans une bulle semi-ouverte. Les soirées entre stars se succèdent dans les villas de Beverly Hills, les amis passent à l'improviste et les maisons, souvent, ne sont même pas fermées à double tour. Le meurtre de Sharon Tate, dans une maison louée par Roman Polanski, montre brutalement que la célébrité ne protège pas. Les stars se ferment donc et renforcent leur protection. Mais l'impact ne se limite pas à la sécurité. Sur le plan créatif, Hollywood bascule vers une nouvelle tonalité. Les années 70 verront éclore une génération de films plus sombres, plus paranoïaques, plus violents. Taxi Driver, Conversations secrètes ou encore Chinatown, réalisé par Roman Polanski. Les scénarios explorent désormais les thèmes de l'intrusion, du crime aléatoire, de la violence irrationnelle. Le tueur n'est pas toujours un gangster ou un espion, il peut être le voisin, un groupe bizarre ou un parfait inconnu. Hollywood, qui jusque-là aimait les méchants identifiables et les intrigues claires, se met à filmer l'imprévisible et l'inexplicable, et c'est exactement ce que fut l'affaire Tate. Il faut aussi qu'on parle de l'impact que la mort de Sharon Tate a eu sur son mari, Roman Polanski, qui a été tout simplement dévasté par sa mort. Déjà, personnellement, ce drame l'a complètement brisé et il ne s'en est jamais entièrement remis. Pour beaucoup, cette douleur intime a nourri un virage plus sombre dans sa carrière et le cinéma des années 70, Polanski étant l'un de ses réalisateurs les plus marquants. Je sais qu'on n'est pas là pour parler de lui aujourd'hui, mais à force je connais les gens sur YouTube et je sais que les 2/3 des commentaires sous cette vidéo ne parleront que de lui et de l'acte qui commence par un V qu'il a commis contre Samantha Gamer en 1977 et des autres femmes qui ont porté plainte contre lui pour des accusations similaires. Ce qu'il a fait, c'est dégueulasse et je suis le premier à espérer qu'il sera puni si ces accusations contre lui s'avèrent être vraies, vu qu'il a déjà résolu l'affaire avec Gamer à l'amiable, qui lui a pardonné son acte. Mais je ne cautionne pas le fait que certains souhaitent effacer toute la carrière de Roman Polanski et résumer tout le personnage à cette sordide affaire. Mettez-vous à sa place 5 minutes. Vous êtes un jeune Français d'origine polonaise né à Paris en 1933. La moitié de votre famille se fait exterminer dans des camps par l'un des pires régimes politiques de l'histoire, et vous vous retrouvez à devoir lutter pour votre survie. Vous intégrez le milieu du cinéma, connu pour être l'une des industries les plus brutales, compétitives, pernicieuses et dangereuses qui soient, et malgré tout, vous réussissez à vous faire une place et à devenir un grand réalisateur. Vous vous mariez avec une très belle actrice que vous avez rencontrée sur un de vos films, et vous voyagez à travers le monde avec elle. Bientôt, elle tombe enceinte et c'est votre enfant qu'elle porte dans son ventre. Après des décennies de souffrance, de galères et de travail acharné, un bel avenir s'annonce enfin pour vous et votre famille. Sauf qu'un taré pathétique, qui a mal digéré le fait de s'être fait recaler par un producteur de musique, décide d'envoyer ses sbires massacrer votre femme enceinte et ses amis pour se venger de l'industrie. Et en plus de ça, la peine de mort pour l'ordure qui a commandité le massacre de votre femme est annulée. En prison, on le traite comme une rockstar, on crée des groupes de fans pour le défendre, on lui permet de se marier et on lui sert sur un plateau d'argent tout ce dont il a toujours rêvé. Je pense que si ça vous arrivait, vous auriez tellement de haine en vous que vous auriez envie de voir le monde brûler. Donc c'est pas étonnant que Polanski ait fini par devenir un monstre. Il a juste trop souffert dans sa vie pour ne pas vriller à un moment. Ça n'excusera jamais ce qu'il a fait, mais ça explique pourquoi il a fini par sombrer.
Mais ce qui fait de Polanski un réalisateur génial, c'est qu'il est capable de transformer cette souffrance en art. Impossible de regarder des films comme J'accuse, Le pianiste, Rosemary's Baby et surtout Chinatown sans se dire qu'ils ont été faits par une personne désespérée d'exorciser ses souffrances et les injustices qu'il a subies. Donc, que ça vous plaise ou non, Roman Polanski restera un grand réalisateur dans les mémoires. Cette belle place dans la postérité, elle est malheureusement moins sûre pour Sharon Tate. Malgré son talent indéniable et les quelques hommages qui lui ont été rendus dans des films comme Once Upon a Time in Hollywood ou des séries comme American Horror Story, on se souvient surtout d'elle pour avoir été tuée par Charles Manson, et rien d'autre. Son enfant, les films dans lesquels elle aurait pu jouer, l'avenir heureux qui s'offrait à elle, rien de tout ça n'existera jamais. Et elle reste, encore aujourd'hui, un exemple aussi tragique qu'édifiant de ce que les hommes jaloux, qui ne contrôlent pas leurs pulsions, peuvent infliger à des femmes innocentes. L'histoire est profondément injuste et nous ne pouvons pas la réécrire. On ne peut pas revenir dans le passé pour empêcher Charles Manson de commettre ses crimes, ni ramener Sharon Tate à la vie pour lui permettre de vivre sa vie avec son mari et son enfant. Cependant, pour amoindrir l'injustice, je vous propose de faire un travail de mémoire en regardant les excellents films dans lesquels Sharon Tate a joué. Que ce soit Le Bal des Vampires, qui a vieilli mais qui demeure un film d'épouvante toujours divertissant, Le Mystère des 13, son premier grand rôle au cinéma, ou encore La Vallée des Poupées, sans doute son rôle où on la voit la plus sensible. Je vous invite à suivre les liens dans la description pour vous procurer des DVD ou des Blu-ray pour voir ces films en bonne qualité. Les acheter sur Amazon par ces liens ne vous coûte pas un centime de plus, mais ils me permettent de toucher une commission sur chaque vente et ainsi de soutenir la chaîne. Mais plus important encore, en regardant les films de Sharon Tate, ça nous aidera tous à nous souvenir d'elle comme la grande actrice qu'elle était et pas juste comme la victime d'un taré minable et mégalomane. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, la commenter et la partager autour de vous. Vous pouvez aussi jeter un œil aux réseaux sociaux et à la chaîne secondaire pour découvrir des interviews de célébrités du cinéma. Et à Montemort, mon propre projet littéraire qui a conquis beaucoup parmi vous s'y étant essayé. C'est que des bonnes nouvelles assez courtes dans une ambiance horrifique et gothique, un peu comme Le Bal des Vampires. Alors si vous aimez Sharon Tate, ça devrait vous plaire. Merci à tous pour votre temps, votre fidélité et votre attention. On se reverra très bientôt pour de nouvelles vidéos, juste ici, sur l'Archevêque.